Degreed, plateforme d'apprentissage personnalisée pour développer aujourd'hui les compétences de demain. Bien dans son job, bien dans son organisation, bien dans son équipe. Voilà une question qui taraude les managers. Comment faire pour réussir à travailler, à être performant, à maintenir l'engagement des équipes? On en parle avec Guillaume Tastet. Bonjour Guillaume. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes CEO d'Open Decide, donc véritablement créée en 2019. Elle a démarré en 2015. D'abord, ce qui est intéressant, c'est tout ce que vous allez nous dire vient de la bouche d'un ingénieur et pas d'un professeur de management dans une école de commerce. Ça vient d'un ingénieur. Racontez-nous d'abord l'histoire d'Open Decide et pourquoi un ingénieur décide de créer de la valeur ou créer de l'intelligence pour aider les organisations. Comment c'est venu tout ça? En fait, c'est venu d'une prise de conscience assez tôt que notre monde va avoir faire. En fait, le 20e siècle, c'était un siècle où on avait des transformations majoritairement technologiques pour beaucoup. Le 21e siècle, ça va être un siècle où on va avoir des transformations plutôt organisationnelles, c'est-à-dire comment on va devoir reconfigurer finalement nos sociétés à grande échelle pour pouvoir transformer, pour faire face à tous les défis auxquels on va devoir faire face. Donc c'est l'humain. C'est l'humain. Technologique en fait, 20e, humain 21e. 21e siècle, et si on n'arrive pas à reconfigurer, on va être de changer ces modes de fonctionnement, on va être pas en capacité de faire face aux défis. Et donc l'enjeu va être de savoir comment on le fait ça le plus rapidement possible finalement dans les organisations. Bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez choisi de vous engager aussi dans le Next Gen Summit à la Défense, parce que c'est, à travers votre discours, c'est aussi tout l'esprit de ce sommet à la Défense. C'est la transformation des entreprises, c'est la réflexion qu'elles mènent pour se transformer. Vous êtes un des acteurs de cette transformation. Oui. D'abord, vous avez fait un travail titanesque. Racontez-nous. Pour apporter de la valeur à vos clients, vous avez compilé la littérature autour de ce sujet. Depuis combien de temps? Là, en fait, on a travaillé avec 2 laboratoires de recherche. Donc, ça a pris quand même plusieurs années à compiler tous les travaux de recherche sur la performance d'équipe depuis les années 1943, c'est-à-dire faire un état des lieux de qu'est-ce qu'on sait au niveau de l'humanité. 43. Ouais, depuis 1943. Donc, c'est vraiment toutes les évolutions qu'on a pu avoir sur qu'est-ce que c'est qu'une équipe qui fonctionne finalement du point de vue humain. Mais sur le plan mondial, c'est pas que français. À l'échelle mondiale, ouais. Donc, expérience américaine, asiatique, indienne. Et donc, avec cette base de données, parce qu'en fait, vous créez une base de données, vous êtes en mesure d'apporter finalement une sorte d'analyse presque mondiale, presque juste? Une analyse très fine pour une équipe de comment elle fonctionne, comment elle souhaiterait fonctionner et quel est l'impact du fonctionnement sur l'équipe, sur la performance de l'équipe. Parce qu'il y a un sujet qu'on a souvent abordé sur ce plateau, c'est l'espèce de subjectivité de la notion de management. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des recherches qui se font en management, la preuve, vous avez compilé la littérature, mais il y a une forme de subjectivité. Finalement, sur ce sujet-là, tout le monde a un peu raison, tout le monde a son point de vue. Oui. Vous amenez de la science, quelque part, comme un juge de paix à ce sujet. C'est un peu ça l'idée. Oui, et on ne peut pas construire une maison sur du sable. Et là, du coup, quand on construit une équipe, elle doit être, même si on retire, on change le manager, l'équipe doit être solide en fait. C'est-à-dire elle doit être en capacité, quel que soit le contexte, de pouvoir avoir un haut niveau de performance. Qu'est-ce qui ressort justement de cette base de données compilée mondialement comme les éléments clés pour qu'une équipe fonctionne? Ouais. Alors, il y a 2 facteurs. Le premier élément, c'est la première grande découverte qu'on a fait sur 600 équipes. Ça représente un peu plus de 8000 personnes aujourd'hui, sur 43 organisations différentes. De taille différente, j'imagine? Ouais, de taille. On va sur des petites startups jusqu'à des niveaux très grands groupes, du coup, de plusieurs centaines de milliers de personnes, quelles que soient les typologies d'équipes aussi. Et ce qui va ressortir principalement, c'est la grande découverte qu'on a pu faire, c'est que plus une équipe est alignée sur son mode de fonctionnement, donc si on laisse l'équipe décider de comment elle fonctionne, plus elle sera performante, et ça se voit, c'est-à-dire qu'il y a une relation linéaire, désolé du terme un peu ingénieur, mais il y a une relation linéaire entre l'alignement et la performance d'une équipe. Et après, il y a d'autres découvertes qui sont absolument fabuleuses, qui ont été faites en 2015, en particulier par une chercheuse qui s'appelle Amy Edmondson, qui est la notion de sécurité psychologique dans les équipes, qui est fondamentale, et la gestion des frustrations aussi. Ce sont 2 éléments, c'est-à-dire comment finalement on lutte contre les peurs et comment on lutte contre les frustrations pour libérer les équipes. Étonnamment, il n'y a pas de problème d'engagement dans les équipes. Quand on le mesure, il n'y a pas de problème d'engagement. Il n'y a pas de problème d'engagement à condition, si je vous entends bien, là j'y mets un peu de sociologie ou en tout cas de sciences humaines, puisque là c'est le scientifique qui parlait, à condition de créer de l'autonomie, donc d'avoir des managers formés
qui savent libérer l'énergie. Parce que c'est pas tout à fait ça qu'on avait comme manager, en tout cas en France. Oui, c'est sûr qu'à un moment donné, c'est avoir des managers qui finalement sont à l'écoute et qui aussi ont des moyens pour pouvoir écouter leur équipe, parce que c'est pas forcément évident d'écouter son équipe et de comprendre ce que veut l'équipe. Et donc il y a un vrai sujet derrière d'avoir des managers qui sont à la fois en capacité de mettre en place cette sécurité psychologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le droit à l'erreur, la bienveillance, l'humilité, qui sont 3 facteurs qui sont vraiment très importants. Et après aussi toute une recherche de libération des frustrations. C'est-à-dire, et ça, c'est intéressant. Ouais, parce qu'en fait, le problème de l'engagement, c'est pas tant un problème. Les gens sont engagés, c'est-à-dire qu'ils ont envie de donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais parfois, ils se freinent parce qu'on les dynamise pas, parce qu'on les laisse pas aller. En fait, il faut voir ça un peu comme si vous faisiez une randonnée et que vous marchez à pleine vitesse dans votre randonnée et qu'on va vous mettre des cailloux dans le sac à dos et qu'à un moment donné, vous n'allez pas pouvoir marcher. Et on réduit sa vitesse et on s'arrête. Et on vous arrête. Et en fait, dans les sciences, maintenant, on sait très bien que les frustrations, c'est ces cailloux qu'on va vous mettre dans le sac à dos. Donc l'enjeu va être... En fait, les gens sont motivés de base, il n'y a pas besoin de les motiver. En fait, il faut retirer une à une toutes les couches de frustration pour leur permettre d'avancer. Quand vous allez voir vos clients, Guillaume Tastet, parce que ce discours-là, vous l'avez avec vos clients. Oui. C'est un discours que vous portez à travers votre technologie, certes, mais il y a un discours très humain. Là, on comprend très bien ce que vous nous dites. Comment réagissent les décideurs, les CEO, les membres de COMEX? Parce que ça bouscule ce que vous dites là quand même. En fait, eux, ils ont un vrai sujet de savoir comment ils adaptent leurs équipes. Et aujourd'hui, on a un vrai sujet au niveau des managers. C'est-à-dire que les managers, c'est pas des surhommes et que notre société, elle s'accélère à pleine vitesse. C'est qu'aujourd'hui, les managers, ils ont besoin d'aller dans cette logique de responsabilisation, de donner la main à leurs équipes pour pouvoir avancer ensemble, à la fois sur l'intelligence collective, mais pas que. C'est-à-dire que même pour gérer les opérations de plus en plus, on a besoin de reposer sur son équipe pour bien faire le travail. Ouais. Et donc, naturellement, il y a cette évolution qui est en train d'être faite à toutes les échelles, que ce soit la start-up ou du grand groupe. C'est intéressant parce que quand vous le modélisez sur le plan éducatif d'une famille avec ses enfants, c'est un peu le même modèle. Oui. Soit on laisse son enfant se casser la figure sur la poutre parce qu'elle va apprendre en apprenant à tomber, soit on lui tient la main et on l'empêche d'y aller. Il y a un petit peu de ça aussi dans le rapport au manager. C'est une sorte de manière un peu paternaliste de couver, d'éviter l'erreur. Et vous dites, il faut aussi, on a le droit à l'erreur. Et j'en parlais juste avant, c'est marrant parce que en fait, l'enjeu, c'est de savoir comment on peut autoriser l'erreur, mais que l'erreur ne soit pas en soi une cause de blessure. C'est-à-dire sanctionnante. Et sanctionnante. C'est-à-dire qu'il faut que l'erreur puisse être apprise. Donc il faut pas, en fait, il faut mettre ça, il faut guider pour que les erreurs soient qu'on puisse apprendre de ces erreurs, oui, bien sûr. Et ensuite que ces erreurs ne soient pas blessantes, c'est-à-dire qu'elles ne génèrent pas derrière des héritages, des blessures, parce que derrière on va devoir guérir de ces erreurs, ça va prendre plus de temps. Et en fait c'est ce qu'on fait avec OpenDesign, c'est-à-dire de pouvoir aider justement à avoir un environnement sécurisé et où on ne va pas se blesser inutilement, parce que sinon après ça prend encore plus de temps. Guillaume, ça marche comment? Parce que là on a compris la philosophie, on a compris la manière dont vous avez créé en fait cette matrice. Ça marche comment? Tout simplement, en fait, c'est une plateforme digitale en ligne en modèle SaaS, donc Software as a Service. Ce qu'on qu'on a des abonnements par équipe, quelle que soit la typologie d'équipe, et les clients ont accès à cette plateforme. Ils peuvent lancer autant de diagnostics qu'ils veulent. Et associé à ça, il y a tout un benchmark de pratique aussi de comment d'autres équipes fonctionnent et toute une suite aussi d'ateliers qui peuvent être mis en œuvre pour aligner l'équipe sur ces différents modes de fonctionnement. Pour être concret, ça veut dire que vos clients vont devoir quand même remplir leur propre base de données pour pouvoir les comparer à l'ensemble de la littérature. Non, ils ont tout est automatiquement fait par la plateforme. Ouais, tout est automatiquement fait et les entreprises, nos clients, ils mettent aussi des pratiques internes dans la plateforme et ils mettent également collaboratif donc ateliers, parce qu'il y a des pratiques qui sont hyper intéressantes dans les organisations qui peuvent être partagées. La base de données qui vous sert en fait de matrice, qui crée votre valeur au final d'OpenDesign, et vous la nourrissez régulièrement. J'imagine que chaque mois, peut-être même chaque semaine, il y a des gens qui conceptualisent, qui réfléchissent à ça. Alors il faut prendre du recul et sur ça il faut agir avec sagesse plutôt qu'avec intelligence, c'est-à-dire qu'en fait il faut s'appuyer sur des choses qui sont validées scientifiquement. Solides. C'est-à-dire que si on est sur des effets de mode, on n'ira nulle part. C'est-à-dire que ça c'est le mode actuel, c'est-à-dire on est sur des croyances et des modes. C'est quoi d'ailleurs les modes qui agacent le scientifique, que vous êtes l'ingénieur en tout cas? Qu'est-ce qui ressort et vous dites c'est un peu bullshit tout ça? Il y a eu toute une période, je pense, sur l'engagement et sur le bien-être sans vraiment définir ce que c'était. Vous dites au contraire, vous dites tout le monde est bien engagé en fait. Oui, en fait, il n'y a pas de problème d'engagement. En fait. C'est ça, scientifiquement, il n'y a pas de problème d'engagement. Quand on mesure l'engagement scientifiquement parlant... Il y a un problème de cailloux qu'on met dans le sac, des réglementations, des contraintes, des contrôles, c'est ça qui pose problème. Le vrai problème en France, c'est le droit à l'erreur en grande partie et dans nos études, enfin en gros ce qu'on mesure dans toutes les équipes mélangées, c'est le droit à l'erreur et le fait qu'on a créé des organisations qui génèrent énormément de frustration. Énormément. Et quand on dit organisation, une forme de réglementation, de process, puisque c'est aussi un des gros problèmes des grosses boîtes, c'est des process. Donc il n'y a plus aucune liberté finalement.
Ouais, la liberté, la facilité pour travailler, il y a L'autonomie. l'autonomie, entre autres, qui va être un des éléments. Le télétravail, vous l'avez rentré dans votre badge, mais j'ai des études un peu concrètes qui sortent là, Oui. pour dire finalement, regardez, ça a été assez performant les équipes en télétravail. C'est intéressant ça. Oui, parce que du coup, ça a obligé de lâcher prise sur un certain nombre de sujets et du coup, ça a laissé plus les équipes s'auto-déterminer dans la manière de fonctionner. Et donc oui, ça a créé aussi d'autres sujets sur le lien social, par exemple. Et donc ça, c'est une des frustrations qui a apparu à cause du télétravail. C'est vrai. Mais il y a des pratiques pour lutter contre cette frustration, justement, pour retirer le caillou frustration du manque de lien social à distance. Donc il y a plein de pratiques sympas à faire à distance. Ouais. Open Decide, c'est quoi vos objectifs là, dans les mois qui viennent? Là, ça va être de déployer un peu plus de 10 000 équipes, là, parce qu'on a signé des gros contrats avec des sociétés du CAC 40. Donc là, on va changer d'échelle. On va basculer à plusieurs dizaines de milliers d'équipes. Donc vous allez implémenter votre SaaS à cette entreprise ou à 16 entreprises? Ouais, c'est à cette entreprise. Et après, donc je pense qu'on va l'annoncer assez rapidement, du coup. Mais effectivement, Donc un très gros contrat. Là, ouais, très gros contrat. Ça veut dire des embauches par ailleurs, j'imagine. Ça sera des embauches. En back-office, qu'est-ce qu'il faut faire pour vous? Qu'est-ce que vous devez faire quand vous avez un très gros contrat comme ça? Alors, du coup, nous, on a tout un suivi aussi des équipes derrière, mais on reste une solution tech. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas forcément besoin on n'est pas une société de consulting, on ne veut pas être une société de consulting. Donc, on reste une société tech. Donc, on a besoin d'ingénieurs, on a besoin de Customer Success Manager, donc des gens pour prendre soin de s'assurer que l'expérience soit réussie pour tous nos clients et toutes les équipes. Que le produit soit bien stabilisé techniquement et que tout fonctionne quand ils veulent s'en servir, quoi. Exactement. C'est un plaisir de vous accueillir. Vous êtes l'un des membres, enfin vous avez participé à ce Next Gen Summit avec une keynote, je crois. Oui, cet après-midi. Cet après-midi. Oui. Donc là, vous avez déjà affûté vos arguments. Oui. Vous les aviez sur votre tablette. Vous n'avez pas regardé votre tablette, c'est très bien. Merci Guillaume Tastet, CEO d'Open Decide, créé en 2019 avec, vous l'aurez annoncé, vous l'avez en fait annoncé sur notre plateau, un très gros client. Donc évidemment, vous allez changer d'échelle. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Bon vent pour Open Decide. La suite de notre programme, c'est le livre de Smart Job, comme chaque semaine, à la rencontre d'un auteur et d'un livre. On l'accueille.